Bon, ben, on va commencer. Allez. C'est parti. Donc, nous continuons l'aventure des chakras avec le troisième œil. Donc, le chakra qui s'appelle aussi Ajna en sanskrit, hein, qui est le centre, en fait, le centre de la volonté, le centre de la commande. Il est en fait rattaché donc, au troisième œil, c'est-à-dire à l'intuition, aux inspirations et à nos facultés psychiques et à notre sixième sens. Voilà. Donc ça, on va l'aborder de toute façon dans tout le long de ce webinaire en présentant comme d'habitude la symbolique du chakra dans un premier temps, ce qui nous permet de mieux comprendre en reprenant les illustrations de la tradition indienne, de mieux comprendre en fait le sens de ces centres-là. Et puis après, donc bien sûr, à quoi est-il relié au niveau physique dans notre corps, à quelles glandes, quelles sont leurs fonctions. Et nous verrons également, bien sûr, toutes les qualités de ce troisième œil. Et aussi, on va voir quels sont aussi les symptômes en cas de désordre et toutes les solutions que l'on peut connaître nous avec Anne-Laure pour vous aider à développer, nettoyer, équilibrer ce centre-là, qui est quand même le chakra qui nous permet d'avoir une vision juste et le discernement et la volonté, c'est-à-dire la capacité de pouvoir aussi se projeter dans notre voix, hein, puisque il vient à la suite du chakra de la gorge, qui est la voix, dans tous les sens du terme, la voix VOX et la voix VOIE. Mais pour bien cheminer sur ce chemin, nous avons besoin d'une vision juste et d'un discernement et d'une volonté sans faille pour pouvoir réaliser nos potentiels et ce que nous avons aussi, bien sûr, à matérialiser dans notre incarnation. Alors, je vais commencer par vous présenter donc la symbolique du chakra. Vous partagez donc l'illustration. Donc voilà le chakra du troisième œil. Alors pour moi, le chakra du troisième œil n'est pas vraiment un chakra. En fait, il fait partie d'un ensemble de chakras qui constituent tous les chakras de la tête, depuis la gorge jusqu'à la couronne. C'est pour ça qu'il a une apparence un peu différente des autres chakras. Et il ressemble beaucoup plus à un œil, en fait, finalement, qu'à une fleur ou un lotus. Puisqu'ici, en fait, on trouve que deux pétales qui sont reliés je vous expliquerai donc à deux, on va dire à deux principes très importants qui font partie donc de ce centre-là. Mais on voit déjà qu'il y a quand même une grosse différence par rapport aux autres. Pour moi, c'est un point de convergence, un point de connexion. Et c'est pour ça qu'il fait office de chakra. Mais c'est pour moi un système énergétique, un vortex qui fait partie de tout un ensemble, hein, avec le couronne et le chakra de la gorge. Tous les centres qui se trouvent au niveau de la tête font partie, en fait, sont interconnectés ensemble et font partie d'un plus gros ensemble hein, qui constitue tous les chakras supérieurs, qui sont tous reliés d'ailleurs au même élément, à l'élément éther. Donc l'élément éther, l'élément de l'espace, l'élément qui réunit tous les autres éléments. Donc, alors, je vais vous expliquer, je vais vous décrypter les différents symboles qui figurent sur ce chakra. Alors, donc la signification de Ajna, c'est centre de la commande, ou une autre traduction que j'ai trouvée, centre de l'invocation aussi. Il représente l'œil de Shiva
L'œil de Shiva, donc, qui est la vision de la vue transcendante, qui fait voir la multiplicité comme une seule et même conscience. Il est relié, en fait, ce chakra Ajna au cervelet, et une partie du crâne, hein, de l'intérieur du crâne, la moelle épinière, les yeux, le front, l'oreille interne, et tout le cou aussi, hein, l'arrière du crâne, notamment la partie occipitale, l'avant du visage, surtout au niveau des yeux, au niveau des joues, au niveau des narines, et tout l'œil, hein, et la perception visuelle. Donc le sens ici, bien sûr, qui est rattaché au troisième œil, c'est la vue, et la vue éthérique, hein, c'est-à-dire l'intuition, la capacité de percevoir au-delà des apparences. La déité qui gouverne le chakra, qui n'est pas présente dans cette représentation, c'est Krishna. Krishna qui est un des dieux les plus importants et qui représente la sagesse. Donc Krishna représente la sagesse. Et vous avez donc là ici une seule déité. Donc il n'y a pas de couple ici de déité. Et cette déité est féminine. Et en fait, elle est représentée toute seule car on considère pour cette déesse-là qu'elle est déjà réunifiée avec sa contrepartie masculine, puisqu'ici, je vous en parlerai un peu plus tard, mais le troisième œil est la réunification des deux nadis, Ida et Pingala, qui sont le nadi féminin et le nadi masculin. Donc ici, il y a une forme de fusion, de réunification des deux principes. Et c'est cette déité qui va représenter cette réunification. Donc Akini, en fait, qui est la déesse qui est présente ici, qui a, en fait, on ne le voit pas très bien ici, mais je vous montrerai une autre illustration plus précise. Elle a 6 têtes, donc 6 visages, qui représentent plusieurs types de lunes. Donc dans le principe, dans la tradition indienne, il y aurait 6 lunes différentes dans le mois. Et donc c'est la déesse Akini qui représenterait ces différentes facettes. Donc elle a 6 visages qui représentent autant de lunes. Elle est blanche, exaltée, et elle est exaltée par contre par l'Amrita. Donc l'Amrita, on a déjà parlé avec le chakra de la gorge la dernière fois. L'Amrita, c'est le nectar qui serait une substance sécrétée par le cerveau. C'est le nectar de l'immortalité, de la jeunesse éternelle. Et l'Amrita a cette apparence un peu laiteuse. Et cette déesse aurait donc la même couleur que l'Amrita, car elle est complètement gorgée de cette essence, de ce nectar. Et elle est réunifiée avec Shiva. Donc Shiva et Akini. Ensuite, dans le lotus, dans la forme, nous avons toujours la symbolique du triangle tourné vers le bas, qui en fait fait un rappel de l'élément éther. Tout comme dans la gorge, on avait exactement le même triangle doré. À l'intérieur, nous avons en fait, alors il y a le mantra, bien sûr, le mantra qui est associé à ce chakra, c'est le mantra Om. Et le mantra Om est symbolisé ici en plusieurs parties. Donc dans le triangle, on a la première partie du mantra qui est constituée des lettres A et U. Voilà. En fait, c'est A, ça se dit A et U. Donc c'est cette partie-là, c'est cette lettre ici. Et derrière, on devine une sorte de forme un peu ovale. Donc ça, c'est... alors je reprends mes notes, pardon. J'ai un trou de mémoire. C'est le lingam, voilà, excusez-moi, le lingam de Shiva. En fait, le lingam de Shiva représente l'aspect masculin.
c'est vraiment la représentation de la force masculine. Et le triangle, qui serait en plus la représentation de l'élément éther, représenterait aussi le principe féminin. Donc il y a ici une notion en fait de réunification, de fusion du principe masculin et du principe féminin ensemble, et qui forment la lettre, la première partie du Om ici, le A et le O. Donc il est un bija mantra, le Om est un bija mantra, et c'est le mantra le plus connu et celui qui est le plus sacré, car on considère que le Om en fait a permis de créer le monde et les univers. Donc on a la première partie du Om. Ici, on a une forme de lune renversée qui apparaît très souvent dans beaucoup de représentations de différents chakras. La lune représentera toujours la pureté et surtout qui est associé à ce chakra du troisième œil, c'est la couleur argentée. On a le bleu, mais aussi l'argent. Donc la lune représente en fait cette énergie argentée, donc cette pureté. Et en même temps, il y a l'idée toujours de le fait de véhiculer le nectar amrit, hein, cette substance d'immortalité qui est aussi représentée par cette symbolique de la lune. Et enfin, la dernière partie de la lettre, c'est cette forme ici qui est le M du Om, qui représenterait l'illumination et en fait l'unité. Voilà. Quand vous prononcez, vous travaillez avec le Om, c'est cette partie de la lettre en fait qui est en fait représentée comme la finalité ou l'aboutissement de ce mantra, c'est-à-dire atteindre l'illumination. Voilà. Cette forme-là, très particulière ici, qui est portée d'ailleurs par la lune, ça s'appelle le nada ou le mahanada et représente le grand son, la vibration causale. Alors c'est un son qui est inaudible par nos oreilles humaines, mais qui est perceptible par l'oreille interne et par l'oreille spirituelle. C'est le résultat de la pratique du chant Om, c'est de pouvoir en fait ouvrir ses sens et avoir aussi aboutir à la faculté d'entendre les sons inaudibles. Donc ça c'est le nada qui veut dire rien, ça c'est drôle en fait, hein, mais en fait c'est du rien. Et mahanada, donc le grand son. Et pour pratiquer le Om au niveau du chakra du troisième œil, il y a la pratique du Yoni Mudra qui consiste à se boucher toutes les extrémités de la tête, donc avec les doigts, donc les yeux, les oreilles, la bouche, et de prononcer le son Om en fermant la bouche. Et le fait de pratiquer régulièrement cet exercice, je pourrais en reparler si vous voulez, permettrait en fait de dynamiser ce centre et de le développer, de le décristalliser. Alors, les deux pétales qui sont ici, en fait, représentent les deux nadis, Ida et Pingala, qui se rejoignent au niveau du troisième œil. Donc, Ida est le méridien relié au principe féminin et Pingala est le nadi représentant le principe masculin. Donc, c'est les fameuses, comment dire, les fameux nadis qui s'entrecroisent dans nos chakras, hein, que la Kundalini emprunte pour remonter du chakra racine jusqu'au coronal. Et c'est ici que Ida et Pingala finissent leur course. C'est-à-dire qu'après, ils ne vont pas au-delà du coronal. C'est le Sushumna. Donc Sushumna, c'est toujours cet axe central que l'on voit tout le temps, hein, qui représente aussi l'épine dorsale. La Kundalini va venir se réunifier au niveau du troisième œil
et en fait finir sa course pour aller rejoindre le coronal par le Sushumna. Mais Ida Pingala s'arrête au niveau du troisième œil. Si vous voyez le caducée, hein, vous visualisez la symbolique du caducée, les deux serpents qui ont la tête au sommet du caducée se regardent, se font face. Et c'est en fait la symbolique de la réunification de Inda Pingala au niveau du troisième œil. Voilà. Alors, à gauche, nous avons, sur la pétale de gauche, nous avons Para. Donc, c'est en fait la lettre ici qui est représentée dans la pétale. Para en fait, qui est associé comment dire, au nadi Ida, donc le nadi féminin, et qui représente la connaissance spirituelle associée au plaisir spirituel. Donc en fait, c'est l'énergie ascendante qui nous élève, hein, qui nous amène à une réalisation spirituelle. La pétale de droite, ici, ou appelée aussi Apara, donc vous avez Para, Apara, ici, relié au nadi masculin, nadi Pingala, et relié aux connaissances profanes et au plaisir illusoire et futile, qui en fait, cette énergie est descendante. Cette énergie nous attire vers en fait des énergies, on va dire, moins subtiles et beaucoup moins transcendantes que la pétale qui se trouve ici. Donc ce chakra est partagé entre ces deux énergies d'élévation spirituelle et aussi, on va dire, d'expérimenter aussi des illusions liées en fait tout simplement à l'illusion de la vie et au plaisir futile en fait à toutes nos peurs, à tous nos conditionnements, tous nos schémas. Hein, nous sommes en fait partagés en dualité entre ces deux énergies et en fait le fait de transcender plutôt cette partie-là nous permet d'activer aussi la transcendance spirituelle. Nous sommes partagés entre ces deux énergies, c'est pour ça que le chakra du troisième œil et le chakra du discernement, car nous avons besoin de trouver le juste milieu entre ces deux énergies, entre celles qui nous élèvent et celles qui nous ramènent dans nos peurs et dans nos illusions. Alors voilà, je vais vous montrer une illustration de Krishna un peu plus précise. Et de la déesse Akini. Alors, je vais essayer de grossir un peu plus. Voilà. Voici la déesse Akini avec ses 6 visages, ici. Elle est en position de lotus du Bodhisattva. Ça veut dire en fait qu'elle est prête. Hein, vous avez une jambe qui est dépliée. Le Bodhisattva est quelqu'un qui est toujours au service, hein, qui est prêt à se lever pour aider l'humanité. Il y a plusieurs codes ici d'assises. Et ici, on voit que c'est une Bodhisattva, c'est-à-dire qu'elle est au service de l'humanité. Et vous avez Krishna qui est juste ici. Et on voit qu'il y a, alors Krishna est un avatar et a été l'avatar de Shiva. C'est pour ça que vous voyez Shiva d'un côté, à ce niveau-là, avec son trident, ici, qui représente la Trinité, et Krishna de ce côté, ici. Donc Krishna qui représente la connaissance et la sagesse. Voilà pour cette illustration-là. Alors, je vais vous parler d'un sous-chakra qui est relié à ce centre-là. Je vais vous parler de l'Alta Major, qui est le chakra qui est situé juste sous le crâne, sous la bosse occipitale, hein, derrière la tête, au niveau
de la cervicale atlas, en fait. Et ce centre énergétique, qui est un sous-chakra, est relié aussi à notre troisième œil, même s'il est situé, on va dire, physiquement, entre le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil, au niveau de l'arrière du crâne, hein, puisque, si vous vous souvenez, on avait diffusé une image avec tous les chakras de profil. Donc, votre troisième œil va ressortir à ce niveau-là entre les sourcils, voire même s'élargir un peu plus pour prendre toute la place au niveau du front. Mais il a aussi une sortie à l'arrière du crâne. Donc, il ne faut pas confondre en fait cette partie-là du troisième œil et l'alta major qui se trouve en fait juste sous le creux de votre crâne au niveau de la dernière, enfin la première cervicale. Alors, ce que je voulais vous montrer à ce sujet, pour vous montrer l'alta major, vous présenter une illustration pour que vous puissiez mieux comprendre. Allez, hop. Donc là, c'est une. Alors, ce qui est intéressant ici, alors il y a plusieurs choses, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir déjà le cerveau, la constitution du cerveau. Donc en fait, l'alta major se situerait à ce niveau-là. Vraiment, le chakra alta major se situerait vraiment sous le crâne à ce niveau-là, mais serait relié en fait ici à une glande toute spécifique qui serait reliée à la carotide, ici. Alors, la glande n'est pas très bien située dans ce schéma, elle est plutôt au niveau des maxillaires, la glande, ici. C'est en fait la fameuse glande qui en fait est inflammée ou réagit quand vous avez les oreillons. La fameuse glande des oreillons, sur les côtés ici. L'alta major est reliée à cette glande-là. Après, je vais vous expliquer bien sûr la fonction de ce centre énergétique et pourquoi il y a un lien avec la glande carotide et la carotide. Donc, l'alta major se trouve ici. Donc après, vous voyez, on verra tout à l'heure aussi, donc la localisation de la glande pituitaire, la localisation de la glande pinéale qui concernera plutôt le chakra de la couronne, et le thalamus qui concerne encore à nouveau le troisième œil aussi, j'expliquerai ça tout à l'heure. En fait, les glandes qui vont concerner le troisième œil va être la glande pituitaire qui est juste derrière le nerf optique, hein, juste derrière les yeux ici, et le thalamus. Voilà. Alors, le chakra alta major, je n'ai pas trouvé d'illustration et de symbolique. J'ai trouvé dans toutes mes ressources, j'ai absolument rien trouvé. Alors, il est appelé aussi porte de lumière et de la vérité, ou aussi, dans une autre tradition, est appelé la bouche de Dieu. Il est placé exactement en face de la médula oblongata. C'est l'extrémité de la moelle épinière. C'est ce qu'il y a en fait de plus haut au niveau de notre colonne vertébrale, au niveau de notre moelle épinière. Alors, qu'est-ce que fait exactement ce chakra qui est relié à la médula et aussi à la glande carotide? Donc, il y a vraiment, après vous allez voir, des fonctions très particulières. Il régule le flux et le reflux de tout ce que nous recevons et émettons en ondes et fréquences vibratoires. Et voilà. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que ce chakra agit un peu comme une sorte de récepteur. Alors, non pas d'informations, parce que les informations vont plutôt être captées par le cerveau et plutôt par le chakra couronne, parce que le chakra du troisième œil n'a pas une fonction de capter, n'est pas l'antenne de notre corps. L'antenne de notre corps, c'est plus au niveau du chakra coronal. Mais le troisième œil va plus avoir une fonction de traducteur. Et c'est par là
par ce centre-là que tout ce que nous recevons en fréquence, en vibration, en information, en lumière, va être traité de façon à ce que nous puissions le réutiliser dans notre corps. Et une fonction du troisième œil va nous permettre aussi de pouvoir en tirer de ces quelques informations qui arrivent par le chakra de la couronne. C'est pour ça qu'il va être important de faire suivre d'ici 2 jours ce webinaire par ce chakra-là, puisque le troisième œil traduit les inspirations que nous recevons de la couronne. Toutes les inspirations, les idées, les modèles, les formes géométriques, nous recevons énormément d'informations, mais ça ne peut pas être traité, c'est une information brute. Le troisième œil va nous permettre de le traiter et de le comprendre plus tard sous forme plus conceptuelle, ou bien sous forme de vision, par exemple, ou sous forme très concrète d'images intérieures. Alors, pour revenir à ce centre delta major, donc il nous permet de recevoir et d'émettre des informations, mais plus dans le sens d'un flux énergétique, de fréquences, d'ondes, de vibrations. Et il serait aussi en mesure de capter la nourriture cosmique qu'il nous faudrait pour en fait régénérer notre âme. C'est vraiment un point très particulier. Donc en fait, plus ce centre est clarifié, nettoyé, harmonisé, plus nous aurions une sorte de quantité, une grosse quantité de lumière qui pourrait affluer pour pouvoir nourrir notre âme, qui quand même, quelque part, est reliée à notre corps physique, donc qui a quand même besoin de lumière pour pouvoir continuer à perdurer dans le corps. Il est relié aussi à l'oreille interne. Donc c'est ce chakra plus précisément qui va nous permettre de capter les informations subtiles, les vibrations, les fréquences que nous recevons par les oreilles. Ou bien quelquefois, nous recevons des messages de nos guides ou d'êtres de lumière par cette oreille spirituelle. Des fois, on a l'impression qu'on nous parle dans l'oreille, on tend l'oreille. En fait, on n'entend pas de son. Par contre, on capte via l'oreille interne et grâce à ce centre alta major, on capte des informations. Elles nous arrivent dans notre chakra du troisième œil et nous pouvons traiter l'information de façon à ce que ce soit compréhensible. Alors, ce centre-là est aussi en fait associé vraiment à la partie basse du crâne. Donc, tout notre espace se trouve l'inconscient, est relié aussi au cervelet, où vont en fait être logés tous nos programmes inconscients et toutes nos peurs. Donc, le fait en fait d'harmoniser ce centre va permettre de calmer les humeurs changeantes, les problèmes de sommeil, les pensées répétitives et les schémas de comportement bloquants. Il permet aussi de réguler la fonction de la volonté qui s'aligne avec la conscience. On avait aussi abordé le fait que les chakras qui sont plutôt à l'arrière de notre corps, au niveau du dos, sont beaucoup plus reliés à notre sphère mentale et à notre sphère de la volonté. Donc imaginez que ce centre-là, qui est en plus associé au troisième œil, qui se situe vraiment à l'arrière de notre crâne, est d'autant plus je dirais, le centre qui est encore plus relié à notre volonté. Mais ici, le vrai sens, c'est la vraie fonction, et d'aligner cette volonté à notre conscience supérieure, de façon en fait à pouvoir réaliser, à nous aider à réaliser ce que nous avons à matérialiser dans cette vie, concernant nos aspirations, bien sûr, les plus supérieures. Donc là, on est vraiment en lien avec le vortex occipital. Je reviens sur la médula oblongata, donc qui est vraiment l'extrémité de notre moelle épinière. Elle gère absolument tous les chakras, puisqu'elle domine la moelle épinière, tous les organes vitaux et toutes les glandes du corps. Donc ce centre est absolument vital et absolument nécessaire
en fait à notre existence, aussi bien au niveau du corps et au niveau subtil. On l'appelle aussi, donc toujours ce chakra alta major, on l'appelle aussi le chakra de l'ascension, car en fait, il nous permet de recevoir les afflux de lumière qui permettent nos différentes mutations énergétiques. Et au fur et à mesure de son déploiement, de son activation, il va nous aider à dissoudre les parties de nos êtres qui sont dans l'ego inférieur, qui sont dans des programmations et des schémas intérieurs très forts, très bloquants, liés à nos lignées ou à notre karma, puisque c'est aussi un chakra qui est relié d'autant plus que la gorge, on en parlait la dernière fois, à nos mémoires antérieures et à notre karma. Et quand ce centre commence à s'activer, c'est par ce centre-là que nous commençons à avoir connaissance de nos vies antérieures. Ce sont des reconnaissances spontanées. Le but n'étant pas de s'en souvenir, en fait, cela va simplement signifier qu'il y a un processus de transformation qui est en train de se produire, que notre karma et, on va dire, nos mémoires bloquantes provenant de nos incarnations vont être en fait libérées et décristallisées. C'est en ce sens que l'ascension se fait. L'ascension, ce n'est pas d'aller connaître ses vies antérieures ou d'aller s'y identifier. Le fait d'avoir des résurgences de vie antérieure indique qu'elle se nettoie, qu'elle se purge, car l'ascension, en vérité, c'est la purification complète de son karma, qui est en fait une croyance et un système. J'en avais parlé dans un précédent webinaire. Le karma, finalement, en fait, n'est pas quelque chose d'obligatoire, ni on va dire, c'est pas une fatalité, mais il fonctionne un peu comme notre ego, c'est-à-dire que nous avons construit finalement, en regard d'expériences, des mauvaises expériences de vie antérieure, nous avons construit et mis en place des personnalités antérieures, en fait, qui sont toujours identifiées et rattachées aux souffrances antérieures. Donc évidemment, le but est de ne pas rester avec ces mémoires et de les transmuter de façon à épurer complètement notre karma personnel pour pouvoir passer à d'autres états. Alors, ce processus, normalement, se fait en fait naturellement. Il n'y a pas besoin d'y penser particulièrement ou de faire des pratiques plus que d'autres. On peut juste en prendre conscience et peut-être effectivement dans le yoga, avec quelques pratiques de yoga, accélérer ce processus. Mais en règle générale, et tous les grands maîtres en parlent, ça se fait naturellement et avec une certaine maturité d'âme, bien évidemment. Donc voilà, à ce propos. Je voulais vous montrer aussi parce que, en fait, donc, je vous ai parlé du centre alta major, qui est relié donc à une glande qui est placée à peu près au niveau de la carotide extérieure. Si vous avez assisté au webinaire du chakra du cœur, on avait parlé d'un sous-chakra qui était relié au cœur sacré. Et en fait, vous allez voir que ce centre ajna est relié, alta major, est relié à ce cœur sacré. Je vais vous le présenter sur un schéma, vous allez mieux comprendre. S'il veut bien. Ouais, c'est ici. Donc voilà ce schéma ici. Alors, pour le souvenir, quand on avait abordé le chakra du cœur, dans le webinaire qui s'est passé la semaine dernière, on avait parlé de ce chakra ici qui se trouve au niveau du cœur physique. Et vous voyez ici, en fait, vous avez une sorte de méridien qui passe directement vers en fait, la tête. Et ce centre-là, en fait, communique directement avec le centre alta major
par la carotide. Carotide, en fait, qui est une artère qui va en fait irriguer notre cerveau en sang, mais pas que. En fait, une bonne partie de la lumière qui est infusée dans le chakra du cœur sacré. On parle aussi donc d'expérience de transfiguration ou d'éveil spontané par une puissante injection de lumière au niveau du chakra du cœur. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Dans ce processus, la lumière qui est infusée par le cœur sacré va directement être envoyée dans l'alta major. Et l'alta major va permettre de décristalliser toutes les mémoires qui empêchent notre évolution. Donc c'est un processus qui se fait naturellement. On peut apparenter aussi ce processus à une montée de Kundalini, mais elle sera un peu différente d'une montée de Kundalini classique, puisque la montée de Kundalini classique va partir en fait de ce centre ici, on a vu aussi dans les précédents webinaires, au niveau du chakra racine ici. Ici, le processus est différent. C'est une infusion de lumière qui va venir inonder le cœur, va monter dans le crâne, donc va faire tout un processus de purification et on va dire de synchronisation au niveau du cerveau sur les différentes glandes et les différents centres supérieurs pour aller finalement redescendre dans le bas du corps et faire monter la Kundalini. C'est un autre système et c'est ce qu'on appelle la transfiguration. Et donc voilà, donc là c'était pour vous montrer donc, le chakra ici. Et le méridien qui passe en fait par la carotide, qui va directement desservir l'arrière du crâne, donc ce centre-là, pour pouvoir illuminer les centres supérieurs et les purifier. Alors, si vous souhaitez tout à l'heure, bien sûr, poser des questions sur cela, j'ai pas, évidemment, il faudrait beaucoup plus de temps pour expliquer beaucoup plus de choses parce que c'est un sujet complexe. Et à partir du moment où on aborde les centres de la tête, les centres supérieurs, il y a énormément de points en fait qui sont prévus pour se coordonner, s'aligner ensemble et vibrer ensemble. Voilà. Ce qui fait que ça va en fait générer, provoquer des illuminations, des prises de conscience. Mais c'est tout un système finalement qui va venir s'accorder. La tête est comme une sorte de caisse de résonance où énormément de petites glandes, les deux petits centres vont venir se synchroniser pour nous faire avancer, nous faire évoluer sur notre chemin, pour qu'on ait des prises de conscience. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points les plus importants et ceux qui sont reliés là pour le moment en ce jour sur le chakra du troisième œil. Moi, pour cette partie-là, c'est bon. Donc, Anne-Laure, si tu veux poursuivre. Merci, c'est très intéressant, très riche. Alors, dans la continuité, effectivement, donc ce chakra du troisième œil, c'est là où se déroule tout notre processus de conscience, d'être un individu. Et il nous donne la conscience, l'ouverture sur notre vision globale de la vie. C'est lui qui nous donne en fait la capacité à diriger notre vie. Toute la sphère effectivement du mental. C'est là où effectivement ces connaissances sont très riches. Merci Séverine, parce que c'est très subtil. On est dans la sphère du mental, pensée, émotion, sentiment. Donc on est vraiment dans la sphère des pensées, du néocortex, toute la sphère de la raison qui est particulière à notre condition d'humain. Et donc c'est vraiment un système assez complexe et même les subtilités que je ne maîtrise pas entre le chakra du troisième œil et le septième, le coronal, toutes ces glandes qui ont des cristaux d'apatite, qui sont hypersensibles, etc. Comme tu dis, c'est comme une caisse de résonance et on chemine au fur et à mesure de cette connaissance sur ce chemin d'initié. Donc, en tout cas, c'est un chakra qui nous permet de prendre la bonne direction quand il est aligné, de prendre la bonne direction par rapport à qui l'on est.
une fois qu'on s'est débarrassé de tout ce que l'on n'était pas. Et il nous permet aussi de comprendre ce que l'on vit, de mettre de la cohérence, de vivre en conscience. On parle beaucoup de vivre en conscience. Pour moi, vivre en conscience, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la vie est un chemin initiatique, un processus initiatique et une initiation. C'est comme un exercice qui nous permet d'atteindre un palier de conscience et on gravit en fait ces marches ascensionnelles vers plus de conscience de nous-mêmes. Et c'est cette sphère-là, cette sphère du chakra du troisième œil qui nous permet justement d'y accéder. Et plus en fait on franchit ces paliers avec succès, en réussissant les défis que la vie nous envoie, plus on transcende justement notre dualité, plus on revient dans cette unité, plus effectivement ce serpent peut s'unir en ce centre. C'est bien par notre esprit conscient que l'on peut prendre conscience, ce qu'on dit en technique d'hypnose, et il faut bien faire remonter pour quelque part une partie de l'inconscient au conscient pour comprendre effectivement toutes nos expériences de vie, celles-ci et les autres. Le troisième œil, donc si ça signifie le savoir, la connaissance, l'intelligence, la capacité de synthèse et d'analyse, la mémoire, l'intuition, comme tu disais, l'imagination, le discernement, la maîtrise et la sagesse. Alors, effectivement, apparemment, il est ancré dans la pituitaire et le thalamus, mais je fais aussi un lien avec la pinéale, parce qu'on dit que la pinéale, c'est le troisième œil, hein, et elle est représentée effectivement sous toute forme d'art. On avait parlé aussi lors d'un webinaire. Hein. Et c'est notre antenne aussi spirituelle. Hein. Et ce chakra, il est cristallisé en fait de toutes ces illusions, toutes nos fausses croyances, croyances de cette vie et croyances passées. Ce chakra, il synchronise l'activité donc de nos deux hémisphères, l'intuition à droite et l'intellect à gauche. Dans l'hémisphère gauche, ça va être toute la sphère, on dit du mental, c'est-à-dire de la réflexion, de la capacité d'analyse, du jugement, de l'appréciation, de la pondération. Donc, c'est très amusant d'ailleurs de voir quel profil, par exemple, chez les comptables, ça va être vraiment hémisphère gauche, cortical gauche, etc. Dans les hémisphères droits, ça va être des personnes qui vont être créatives, artistes, dans les agences de pub, etc. Et l'hémisphère droit, ça va être donc toute notre partie intuitive, notre petite voix intérieure, celle qu'on n'écoutait pas assez jusqu'alors, celle de la voix de notre inspiration et les voix de la création et de l'imagination. Quand ce chakra est équilibré, on arrive à harmoniser, bien sûr, dans notre propre vibration de notre âme. Hein. On n'est pas tous égaux dans ce sens, et tant mieux. On arrive à équilibrer justement cette sphère de l'analyse, du néocortex, mais c'est aussi la sphère du mental qui, justement, quand il est trop sur l'intuition, va mouliner en permanence. Hein. On arrive à équilibrer les deux, donc on active cette loi de l'équilibre, cette réunification qui me fait penser justement à la fusion de ces deux énergies, de ces deux principes masculins et féminins. Et donc, à mon sens, on active quand il est progressivement rééquilibré, de façon juste et graduelle, à ce qu'on appelle une guidance intégrée. C'est-à-dire, on a comme un GPS intérieur qui fait qu'on est dans le je suis, on est toujours au bon moment, au bon endroit, on suit son intuition et on a une confiance totale en cette intuition, cette petite voix intérieure, la voix de notre âme, qui certainement subtilement, hein, par aussi ces chakras dont tu parlais, le cœur sacré et l'alta major, en fait, par cette énergie qui redescend, toujours la même chose, hein, ce système d'ascenseur permet d'être à la fois dans notre humanité et d'incarner notre divinité dans notre humanité. Parce que quand il est en déséquilibre, ce chakra il est aussi appelé le lac des pensées. Alors, ça peut être aussi bien un lac paisible quand on est en méditation, quand on est centré sur le troisième œil, et puis quand on respire par ce chakra, quand on est dans le silence. Mais à la fois, c'est un chakra qui peut être vraiment une tempête avec une mer déchaînée. Je crois qu'on peut avoir quelque chose, je crois que j'avais noté 60 000 pensées, 60 000 pensées par jour, quelque chose comme ça à peu près. Donc, c'est absolument énorme. D'où l'intérêt de les maîtriser. Et donc, c'est par ce chakra du troisième œil, quand il est aligné, ou petit à petit, quand on le pratique, quand on le
je dirais pas on le domestique, mais au contraire, on en prend soin, eh bien, c'est par ce chakra, comme tu disais, qu'on peut avoir une autre perception des choses, recevoir des guidances, activer aussi nos capacités extrasensorielles, notre clairaudience, notre clairvision. C'est le chakra aussi par lequel on peut voir les auras, par exemple. Voilà, on peut connecter d'autres plans. Il n'y a pas que le chakra coronal qui permet ça. Donc, c'est le centre de la perception et du discernement. Et quand il est trop faible, on devient influençable et hésitant. Ce qui est enregistré mentalement des expériences, toutes les expériences qu'on a vécues ou que l'on a vues simplement, eh bien, elles sont stockées dans l'inconscient et ça conduit à des troubles. Et donc, du coup, il n'y a pas assez de force, de stabilité intérieure et il n'y a plus de libre arbitre. Donc, s'il n'y a plus de libre arbitre, s'il n'y a plus de discernement, encore une fois, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner les clés de notre véhicule à un autre, à une personne extérieure, et ça va engendrer de la manipulation. Et puis, on va écouter celui qui parle plus fort ou qui crie plus fort plutôt que d'écouter cette petite voix intérieure qui, en général, si on s'y fie, est toujours très juste. Donc, ce chakra, il donne une possibilité d'acuité de perception et de jugement. OK. Puisqu'on crée en fait soi-même sa réalité. C'est un chakra, quand il est activé progressivement, on va comprendre à quel point il y a la loi de cause à effet. De la même façon qu'on a parlé de la loi de l'équilibre entre les deux hémisphères, eh bien en fait, on est vraiment pleinement conscient au fur et à mesure que chacune de nos actions va avoir une répercussion. Donc ça nous rend vraiment, c'est au chakra aussi de la responsabilité. L'ouverture du chakra du troisième œil, ça permet donc de contrôler donc, ces phénomènes de pensée. Et comme on le disait au précédent webinaire, donc nos pensées, si elles sont discordantes, en fait, elles vont donc être désalignées avec des émotions qui seront elles-mêmes discordantes. Et donc, ça va donner des sentiments dans le cœur. Et c'est par notre cœur, cette caisse de résonance de notre cœur qu'on aimait le plus. Du coup, on va être désaligné. Donc, si nos pensées, nos émotions et nos sentiments sont incongruents, ça donnera des expériences de vie incongruentes. Il est bloqué par quoi? L'origine, la source de blocage la plus importante de ce chakra, c'est bien l'illusion de la séparation, en fait. La séparation originelle. Il est bloqué donc, par ces illusions et aussi par notre hygiène de vie. Parce que quand même en lien, certainement effectivement plus avec le chakra coronal, mais quand même en lien avec cette glande pinéale qui est aussi puissante que sensible et qui est la partie la plus magnétique du corps humain. Donc elle est gorgée d'eau. Donc l'origine du blocage, à mon avis, c'est l'illusion donc, de séparation. Donc séparation primordiale autour de laquelle vont se greffer une multitude d'illusions de séparation de nos autres vies, de cette vie. Et ces illusions vont progressivement venir nous séparer de nous-mêmes et donc des autres. Donc la sphère du mental, du coup, de l'origine de cette séparation va être complètement anesthésiée, endormie sous tout un tas de voiles. On parle aujourd'hui beaucoup de la levée des voiles, jusqu'à retourner, en fait, une opportunité de retourner à cette fonction originelle du troisième œil qui est la perception juste, la vision juste et la connaissance, le retour à l'essence de qui nous sommes. Mais bon, on a choisi cette période de grand réveil, c'est pas un hasard, pour pouvoir sortir de cette boucle karmique et enlever tous ces voiles, mais à la fois c'est un sacré chemin car ça nous amène, comment je l'ai vécu, à nous détacher progressivement d'un certain nombre de croyances. C'est-à-dire on fait des sauts quantiques, on a l'impression d'avoir une vérité, ah ça y est, je sais. Et puis en fin de compte, après c'est complètement dégommé. Et hop, on te remet sur... Et en fin de compte, ça nous amène au fait de libérer toutes nos croyances qui reviennent aussi comme des mémoires, hein, avec de garder l'essence de ces mémoires et à la fois de vivre uniquement dans l'instant présent, parce que sinon c'est encore le mental qui va essayer de se projeter ou qui va essayer de faire un scénario par rapport à ce qu'il a déjà vécu. Ces dysfonctionnements au niveau collectif, on voit ce que ça donne, enfin, au niveau individuel, on va voir les symptômes, les effets que ça a, et au niveau collectif, eh bien, ça fait, à mon sens, une société qui est complètement dans la division, dans la séparation, dans le nationalisme, dans l'arrogance, dans la soumission, dans les complexes soit de supériorité, soit d'infériorité.
dans la confusion, dans l'étroitesse d'esprit, dans le conformisme, dans le jugement, dans la comparaison, enfin tout un tas de mécanismes qui sont quand même assez involutifs, des mécanismes d'action-réaction inconscientes, hein, basées sur la mentalisation de peurs ancestrales, voire reptiliennes, qui sont logées dans cette sphère du cerveau dont tu parlais. Donc, toutes ces pensées discordantes, elles prennent possession de notre conscience et le centre hypothalamique, du coup, il est complètement submergé et c'est alors que le mental il n'arrête pas de mouliner. Voilà. Mais c'est un travail colossal de pouvoir effectivement se libérer de ce mental discursif. Oui, c'est ça. J'avais noté que le docteur Daniel Amen, ça ne va pas, médecin psychiatre spécialisé du cerveau, il disait que le mental, produit 60 000 pensées par jour. C'est énorme, c'est énorme. Et comme le centre hypothalamique est régulateur de l'économie générale du corps, eh bien, on comprend pourquoi les poisons du mental et combien nos émotions, nos pensées et nos sentiments peuvent produire ensuite des troubles généraux. Alors, comment savoir si le troisième œil est ouvert? Un troisième œil harmonisé permet d'atteindre la sagesse et la connaissance intuitive, la compréhension intuitive, qui fait que de toute façon, on le vit dans le corps, on le sait. Voilà. Donc, à la fois, on se nourrit de la connaissance extérieure de tout ce que la vie nous offre comme connaissance, et à la fois, on sait quand c'est aligné en nous, dans l'instant présent. Les doutes n'existent plus, au même titre que les peurs, jusqu'à la peur de la mort, parce qu'on a dépassé ça. Souvent, la vie nous a fait aussi, nous a présenté des défis pour dépasser ces peurs les plus redoutables, je dirais. Des solutions aux problèmes sont facilement trouvées. En fait, quand on a un chakra du troisième œil harmonisé, on sait que tout est juste, tout est fluide. Alors que curieusement, on peut vivre dans des conditions extérieurement plus sécurisantes, mais la vie va être une succession quotidienne de petits blocages qui vont devenir des grandes montagnes et source de conflits, de troubles, d'énervement, d'agacement, etc. Alors que quand on est dans le troisième œil ouvert, on a juste à laisser aller, ça coule de source. On voit l'autre aussi sans filtre, parce qu'en fin de compte, on a levé les voiles de notre conscience, donc on voit l'autre avec d'autres jumelles. Donc c'est ça aussi, hein, activer sa médiumnité. À mon sens, c'est ça, c'est lever les voiles de toute notre conscience, avoir conscience de tous les voiles que l'on portait, toutes les fausses croyances, s'en débarrasser, s'en libérer, certaines les accepter, certaines on les garde parce que c'est le moment juste, ils ne sont pas encore prêts à partir. Et puis d'un autre côté, on voit l'autre aussi tel qu'il est. Quand on a le troisième œil ouvert, on a donc ces capacités extrasensorielles qui se développent. Donc aussi bien dans le toucher, dans la clairaudience, on reçoit vraiment des guidances, des messages. Voilà, on ne voit pas forcément avec les yeux physiques, mais on voit avec les yeux du cœur, toujours ce relais. C'est très, très subtil et très puissant. Et puis on ressent aussi des plans, on peut contacter des plans de différentes énergies. On ne sait pas comment, mais on le sait. On sait que c'est une vibration qu'on va recevoir et un message qui va être plus angélique. On sait que ça va être un message avec plus archangélique. Voilà, ça va dépendre. Ou alors un plan des défunts qui est plus bas au niveau fréquence. Donc, voilà. Au niveau toucher aussi, et au niveau des oreilles, ça va avoir une incidence sur la sensibilité qu'on va percevoir. Donc ce chakra équilibré, donc on vit vraiment dans l'instant présent et on est à la fois dans l'intuition, la connaissance juste, et à la fois dans la capacité de synthèse et d'analyse, c'est-à-dire on met en rapport tranquillement, parce que ça, à mon sens aussi, le chakra de la patience. Et souvent, en fait, cette hyper intuitivité que l'on a, elle est aussi reliée à l'impatience de savoir, ou d'en savoir plus, ou de rassembler tous les morceaux du puzzle, mais ce n'est pas forcément le cas, justement. Ça nous fait travailler à la patience parce qu'on nous envoie uniquement les informations dont on a besoin au moment juste. Tu es d'accord, Séverine, ou pas? Oui. Avec l'expérience, maintenant, je suis d'accord. J'aurais peut-être pas été d'accord il y a 15 ans. Alors, sur le plan... oui, encore une fois, hein, c'est vraiment cet équilibre entre les deux, intuition, connaissance, synthèse, analyse. Donc vraiment, on peut visualiser ces brins d'ADN là qui s'unissent
voilà, qui s'unit. Sur le plan physique, l'équilibre du chakra frontal permet d'être bien dans sa peau, ok, votre comportement est vraiment positif. C'est vrai que les gens qui ont un chakra du troisième œil ouvert, c'est des gens qui sont vraiment positifs et en toutes circonstances. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se laisser embarquer par les émotions des uns, des autres, ou, voilà, s'ils sont bien ancrés. Les illusions disparaissent et donc c'est en correspondance aussi avec la confiance en soi et au fait, donc ça c'est plutôt le troisième chakra, et au fait de ne rien attendre des autres. On est vraiment dans cette guidance intérieure. Et la dépendance aux choses ou l'attente, ça c'est plutôt en lien avec le chakra coronal, en lien avec les attachements, mais ça a quand même un lien puisque tous les chakras sont interconnectés. Donc les organes, tu en as parlé, hein, les organes concernés, c'est les sinus, les yeux, la base du crâne, les lobes temporaux, le système nerveux. Il permet aussi d'améliorer la vue, mais c'est vrai qu'au début de l'éveil, en tout cas comment j'ai expérimenté pour moi et comment je vois aussi sur les personnes que j'accompagne, souvent au tout début de l'éveil, on a des pertes de mémoire, aussi des troubles de la vue, voilà, des acouphènes, etc. Mais effectivement, les troubles de la vue ou la perte d'aptitude visuelle, d'acuité visuelle, peut être aussi un symptôme en début d'éveil. Et ça se remet après. Sur le plan émotionnel, on est capable de comprendre beaucoup plus que les émotions négatives, en fait, elles sont irréelles. C'est-à-dire, on ne vit plus, on ne subit plus les émotions, on ne vit plus dans l'émotion. On comprend que l'émotion, c'est juste un indicateur de l'état de satisfaction des besoins et une opportunité d'y répondre de façon différente pour pouvoir justement libérer cette émotion négative. Donc, on prend vraiment conscience que ces peurs passées, ça devient des tremplins vers notre sécurité et qu'on est vraiment acteur dans cette loi de cause à effet, dans ce que je pose comme acte au quotidien aura une répercussion. Et ce que j'ai posé par le passé a une répercussion sur ce que je vis maintenant. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, si on a un chakra du troisième œil bloqué, il est possible qu'on ait utilisé ce chakra dans d'autres vies de façon désalignée, de façon égotique. Et j'avais reçu un message il y a quelques années où c'était pour un ami médium qui m'appelait pour recevoir des guidances. Et j'avais reçu pour lui la voyance et l'oracle des pauvres de cœur. Voilà, donc je trouve que ça parle bien, c'est-à-dire que on passe à cette guidance intuitive, mais la voyance telle que on a pu l'expérimenter dans cette vie ou dans d'autres vies n'est plus valable. Voilà, n'est plus valable. En tout cas, selon moi, elle n'est pas source d'individualisation, elle ne porte pas la personne vers sa pleine autonomie. Et puis, en fin de compte, on se place à chaque fois sur une ligne quantique sur laquelle on peut changer de ligne quantique. Voilà. Donc, faire une guidance, oui, faire une voyance, non. Ça, finalement, c'est intrusif. En tout cas, c'est le processus, à mon sens, que l'on suit. Donc, quand le chakra est équilibré, donc la personne est libérée donc, de ses certitudes et de ses croyances, d'une partie de ses préjugés. Et donc, du coup, en fait, ce centre est prêt à recevoir les énergies du chakra coronal. Voilà. Donc, ce troisième œil, il a un niveau vibratoire vraiment très élevé. Donc, effectivement, dans toute cette sphère du cerveau, avec les énergies de cristal, enfin, voilà, d'énergie de cristaux, d'apatite, oui, et cette partie magnétique, la plus magnétique du corps humain. Du coup, en fait, ça en fait qu'il est vraiment hautement vibratoire et il nous donne l'opportunité de connecter ce cœur et cette conscience. Alors, quand il est suractif, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire quelqu'un qui va être un mystique. Voilà, qui va être plongé dans l'irrationalité, qui va avoir du mal à s'ancrer, qui va se disperser en voulant toujours démêler le vrai du faux, en interprétant. En interprétant, ça crée des conflits de vérité. Et donc, les conflits de vérité, ça engendre encore plus de séparation. Et c'est ce qu'on peut voir, à mon sens, dans les religions, par exemple. Voilà. Pourquoi une religion plus qu'une autre? Voilà, ça peut aller jusqu'au fanatisme quelque part. Le chakra du troisième œil
À l'inverse, qui est bloqué, ça va être quelqu'un qui rejette toutes les choses irrationnelles, toutes les vérités ou toute la connaissance spirituelle, qui ne veut absolument pas entendre parler, qui le juge d'ailleurs, qui n'est pas intéressé pour se renseigner, pour acquérir de nouvelles connaissances, quelles qu'elles soient, qui préfère rester dans ses habitudes, dans son confort sécurisant, et qui va être plutôt attaché à tout ce qui est matériel, voilà, au détriment du spirituel. Donc ça sera voilà, et déséquilibré, mais dans l'autre sens. Et pour ces personnes-là, bah, rien ne sera fluide, ce qu'on disait. Les problèmes sont difficiles à gérer, les petits problèmes sont des grandes montagnes. Et puis finalement, c'est des personnes qui manquent de caractère et de libre arbitre. Alors, soit déséquilibrée, la personne manque de libre arbitre et de caractère et va être un suiveur, soit, à mon sens, les personnes qui manquent de caractère et de libre arbitre vont imposer leurs lois, mais ils n'auront pas plus de libre arbitre et de caractère, en fait, parce qu'ils seront complètement manipulés par leur ego et leurs fausses croyances. Donc, en plus, ils vont tirer les autres vers le bas dans leur descente aux enfers. Voilà. Quand c'est équilibré, il n'y a plus de place pour ce jeu de rôle dominant-dominé. Bourreau, victime, sauveur, en fait, ça n'existe plus. Puisqu'en fin de compte, chacun est à son équilibre et dans le respect de l'autre. Alors, les déséquilibres physiques se repèrent par les maux de tête, les affections oculaires, n'hésite pas à me compléter, hein, les sinusites, les maladies du système nerveux, les troubles de l'apprentissage. Déficience de l'hypophyse, la fatigue, les problèmes de poids, les problèmes de frilosité aussi, perte de cheveux, hypotension, hypoglycémie, coup de pompe, fatigue physique et psychique, difficulté aussi à traverser les saisons, difficulté à se décider, et puis une libido aussi à zéro. Et les signes d'excès donc de l'hypophyse, palpitations, sensation d'étouffement à la gorge, tremblement, surexcitation, bouffée de chaleur, sueur, courbature. Est-ce qu'à ce stade-là, tu veux reprendre... Attends, je termine avec des équilibres psychiques et peut-être que tu vas pouvoir nous parler d'exemples. Okay. Des équilibres psychiques, ça va être un manque de mémoire ou de concentration, un manque de curiosité, des troubles de la personnalité, sentiments négatifs, un manque d'ambition ou bien à l'inverse, trop d'ambition, trop d'avidité. C'est-à-dire quelqu'un qui aura besoin d'être dans le stress pour se sentir en vie. Voilà. Donc, et donc, du coup, qui va rechercher la domination sur les autres par l'amour du pouvoir, par son orgueil développé. Voilà. Impec, super. Rien à dire. 100% d'accord. 150%. Je voulais juste faire un petit rappel sur les nadis. En fait, on a parlé des 3 nadis. J'avais trouvé un schéma très intéressant ici qui reprend en plus les glandes, les chakras, les éléments aussi reliés au chakra. Donc les 3 nadis principaux, en fait, donc vous avez Pingala à droite et à gauche Ida, qui, vous voyez ici, en fait, se rejoignent au niveau. Alors ici, la petite subtilité, c'est que les 2 nadis se rejoignent au niveau du 3e œil. Et une fois qu'ils sont passés par le 3e œil, en fait, reviennent au niveau des narines. En fait. Donc les points des narines, c'est-à-dire les creux que vous avez derrière les narines, sur les côtés, ce sont les points qui vont stimuler les deux nadis d'Apingala. Et puis Sushumna est au centre, hein, mais en fait aussi est au centre, donc c'est vraiment le canal central hein, qui va desservir absolument tout nos réseaux énergétiques et c'est notre moelle épinière. Et ces 2 canaux sont présentés ici pour qu'on les voit bien, mais ils sont entrecroisés, ils viennent s'entrecroiser dans les chakras pour venir en fait ensemencer d'énergie, de lumière ces centres-là. Et vous voyez ici donc les différents éléments que nous avons évoqués dans les différents webinaires. Là, l'espace, donc l'élément de l'espace, c'est l'éther ici. À partir de la gorge, on n'est que dans l'éther. Vous avez la symbolique, bien sûr, du masculin et du féminin.
et toutes les glandes, ça je l'ai dit. Donc voilà, ce schéma qui est très intéressant. Si vous voulez que je vous le partage, demandez-le moi par la suite. Et je vous ai parlé la dernière fois aussi du chakra Lalana ou Talu chakra, que l'on voit aussi ici dans ce schéma, qui est, en fait, je vous le rappelle, hein, qui se situe à l'arrière de la gorge et qui est non très loin, en fait, aussi du chakra Alta Major dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'en fait, il est derrière la médulla oblongata, donc à l'avant de la médulla, et l'autre chakra, l'Alta Major, est derrière la médulla. Donc, c'est vraiment deux points qui sont très proches l'un de l'autre, ici, qui sont présentés là, qui font partie du système du troisième œil. Donc, voilà pour ça. Alors, au niveau des glandes, donc, je vais vous parler pour aujourd'hui de la pituitaire ou de l'hypophyse et de l'hypothalamus, hein, qui sont les deux centres, les deux glandes les plus proches du fonctionnement du centre du troisième œil. Et pour la pinéale, j'aborderai plutôt sur le dernier webinaire sur ces deux glandes, ces deux parties du cerveau. Je vais vous montrer donc un schéma simple. Voici l'hypophyse, ou appelée glande pituitaire, juste ici, qui est à l'avant, donc sous le lobe frontal, derrière le lobe frontal, et l'hypothalamus qui est juste au-dessus ici. Alors imaginez donc ici, bien sûr, les yeux, les nerfs optiques qui vont venir s'ancrer dans le cerveau. Et là, l'hypophyse se trouve exactement au point de jonction des deux nerfs optiques des deux yeux, juste derrière. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des exercices de yoga avec les yeux pour pouvoir en fait, on va dire activer, pour venir en fait activer cette glande. Ou quand on est par exemple, dans des états modifiés de conscience, on a les yeux en fait soit qui vibrent très fort, hein, les paupières en fait qui vibrent, ou on a quelquefois aussi les yeux qui ont tendance un peu à loucher naturellement. Aussi, quand notamment on se concentre sur notre vision éthérique, c'est tout à fait logique, hein, ces instincts oculaires, puisque ça vient activer d'une manière très particulière l'hypophyse et l'hypothalamus. Alors, au niveau psychique, la glande de hypophyse ou la glande pituitaire, hein, elle a deux noms, hein, qui sont différents. Au niveau psychique, elle est le siège de la volonté, des pensées et des émotions. Elle orchestre les fonctions vitales du corps par son action sur toutes les autres glandes, c'est-à-dire qu'elle gouverne, elle dirige toutes les autres glandes du corps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypophyse est en fait en arrière-plan, dominée par l'hypothalamus. Donc, je vais d'abord parler de l'hypothalamus et je vais revenir sur l'hypophyse un peu plus tard. Donc, l'hypothalamus commande l'hypophyse. Alors, l'hypothalamus est en fait serait considéré comme notre chef d'orchestre du corps, du cerveau. Il gère beaucoup de choses, notamment, alors j'ai noté les choses les plus importantes, gère le stockage de l'eau dans le corps. Donc, c'est-à-dire va gérer complètement le stockage de l'eau pure dans le corps et va décider si on doit garder l'eau ou évacuer l'eau. Va aussi gérer tout ce qui est alimentaire et tout ce qui est nutritif. Donc, va complètement réguler la manière dont nous allons absorber les aliments et les nutriments et comment nous allons les évacuer. Gère la température du corps et la température du sang.
C'est lui qui va en fait modifier cette température selon les besoins du corps, modifier aussi la pression artérielle et les pulsations du cœur, va gérer aussi la circulation des énergies vitales du corps, va gérer la respiration et la quantité d'air que nous ingérons et que nous expulsons. Et aussi, il est interconnecté avec toutes les aires du cerveau. C'est une sorte de point de conjonction, de point de coordination entre les deux hémisphères et entre toutes les zones de notre cerveau. Donc plus, bien sûr, il va être harmonisé, plus ce centre va être puissant, plus nous allons pouvoir avoir des facultés intellectuelles plus importantes, la façon d'organiser nos pensées, où ce sera aussi interrelié avec nos facultés psychiques, bien sûr. Donc le fait d'avoir faim, le fait d'avoir soif aussi, il s'occupe aussi de la reconstruction de tous nos tissus du corps en permanence. Il coordonne et harmonise les fonctions de tous les tissus, absolument tous les tissus du corps. Donc la peau, tout, les organes, absolument tout. Il gère bien sûr à travers l'hypophyse, il gère toutes les glandes du corps et maintient des fonctionnements de notre corps. Donc sans ce centre-là. Alors l'hypophyse en elle-même, elle a deux particularités. Elle est divisée en deux. Une première partie va être complètement allouée. Elle va en fait être aussi dans cette partie-là, être un réservoir de deux hormones très importantes dans notre corps, la vasopressine, c'est ce qui va en fait réguler la vasopressine, la pression artérielle, et l'ocytocine aussi. Donc l'ocytocine qui va être délivrée à des moments très précis de notre vie quand nous en avons besoin. Et aussi va permettre de stocker l'hormone qui permet de réguler l'eau dans le corps. Donc là, c'est la première partie de l'hypophyse. La deuxième partie va servir en fait à diriger toutes les glandes du corps. Alors, le nombre d'hormones qui est diffusé par cette glande est absolument faramineuse. J'ai fait la liste de toutes les hormones. J'ai fait la liste, on va dire, des fonctions les plus importantes qu'elle va réguler et gérer. Juste après la naissance, la gestation aussi, et la maturation des gamètes, c'est-à-dire les ovules chez les femmes et les spermatozoïdes chez les hommes. Elle va réguler la fonction de la thyroïde aussi. Elle va aussi réguler les glandes surrénales, réguler le pancréas, tout le système nerveux, la peau, la gestion de la sueur et de la respiration par la peau. Va aussi, elle a un lien très particulier avec le foie et va réguler le système hépatique. Elle va aussi réguler le fonctionnement des intestins dans en fait, l'absorption nutritive des aliments et dans leur évacuation. Et a aussi, bien sûr, un rôle très important dans notre croissance quand nous sommes enfants. Et en fait, va travailler de pair avec la glande thyroïde pour cela. Et voilà pour ces deux glandes, hypophyse et hypothalamus. Donc, c'est vraiment en lien avec le chakra du troisième œil, le chakra de la gouvernance. On va vraiment gouverner absolument toutes nos fonctions vitales, fonctions énergétiques, régulation de toutes les glandes, de tous les organes vitaux et de tout le fonctionnement nécessaire à notre survie. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée de commander, de diriger, et
et de réguler tout notre métabolisme. Hein, comme exactement à l'image en fait, de la fonction psychique de ce chakra. Voilà, voilà pour les glandes. Alors, Super. J'avais vu Robert, mais c'est revenu après parce que le son a été un peu haché à un moment donné et après c'est revenu bien. Donc, ah d'accord, il y a eu un j'espère que c'est bien pour vous. Dites-nous si c'est. Moi, en tout cas, je t'entends bien maintenant, c'est vrai. il y a eu un problème de réseau à un moment donné. J'ai dû Ouais. le flux. Faire le petit retour, mais a priori, c'est bon maintenant. Donc, comment équilibrer ce chakra? Bah, la respiration, bien sûr, on va commencer par là. Donc, donc pour l'irrigation, tout simplement, l'oxygénation du cerveau. C'est pour ça que c'était un petit peu aberrant de placer des collégiens 8 heures par jour avec des masques. Excusez-moi, il fallait que je me lâche. Ma fille, je l'imagine mal en salle de classe à 30, ils ne sont peut-être pas 30, mais sans climatisation, avec un masque. Et surtout, tu respires dans ton masque et on te demande de faire travailler d'autant plus ton cerveau en même temps. Voilà. C'est ça. Respirer à l'air libre, c'est comme faire des cours de sport. Ils font des cours de sport sans sport. Alors que là, enfin, tu fais la chandelle ou 3 abdos. Je sais pas. Prenez le soleil ou la vitamine D, de la vitamine D. C'est bon, c'est bon, c'est bon pour le troisième œil. Alors là, sans modération. Le rire aussi. La voyelle, le I. Le I, ça fait vibrer justement toute la sphère du mental, du néocortex. Prendre de la vitamine C. En alimentation, la menthe, le chocolat. Bah, c'est parfait, je suis au point. Oui, j'aime beaucoup ça, le chocolat, j'ai pensé à toi. Au niveau des fruits, les raisins, les mûres, les aubergines, le chou et la patate douce. Pour les aliments qui sont riches en oméga 3 par rapport au gland dont tu as parlé, il y a le saumon, il y a les sardines, les noix, les graines de lin, les graines de chia, qui contiennent vraiment un taux élevé d'oméga 3 et donc qui vont stimuler l'activité cérébrale et équilibrer le chakra du troisième œil. Des aliments qui sont énergétiques pour le sixième chakra sont aussi donc les noix, on vient de le dire, toutes les céréales et les légumineuses, les fruits de couleur pourpre, comme on a dit, mais aussi les baies de goji qui vont donner de l'énergie. Il y a l'acérola aussi, donc, qui est riche pour la vitamine C. Ensuite, j'ai noté la coriandre. Alors là, c'est plus au niveau de la glande pinéale, puisqu'on en parlera plus longuement la prochaine fois, mais pour ceux et celles qui visionneront celle-ci en premier, pour décalcifier la glande pinéale qui est complètement entartrée, hein, la coriandre aide à éliminer justement le poison qui est le mercure dans la glande pinéale. Aussi bien qu'il faut vraiment limiter l'apport au niveau du robinet, au niveau des dentifrices qui sont pleins de fluor, des sucres raffinés, de tout ce qui est produit aussi où on voit la conservation, quelque chose. Et au contraire, les détoxifiants de la glande pinéale, ça va être le citron, l'ail, le vinaigre de cidre de pomme, par exemple. Donc, ça va aider à détartrer la machine. Voilà, il faut éviter le Prozac. Alors, lui, il contient 30% de fluorure de calcium, donc ça, c'est une calamité. Ensuite, j'ai noté, j'en ai pris pendant un temps et je trouve ça assez bien, l'hypophyseine et l'hypothalamus en 9CH, en homéopathie. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'étais guidée par ça. En tout cas, voilà, vous prenez les clés qui résonnent en vous. Hein. Je crois que ça arrive, c'est comme les fleurs de bac, comme les huiles essentielles. Mais c'est vrai qu'en homéopathie, à un moment donné, j'avais pris hypophyseine et hypothalamus en 9CH, avec un effet de régulation. Les plantes qui vont être stimulantes pour l'hypophyse, ça va être le ginseng, la sauge et le chardon-marie, que vous pouvez trouver en infusion. Les plantes qui vont être plutôt stimulantes, sédatives, pardon, ça va être la mélisse et le houblon. Et les plantes qui vont être équilibrantes, le thym, l'origan, la sarriette et la cannelle. Bien sûr, la méditation, le silence, le calme, la visualisation pour ouvrir le chakra du troisième œil. Et pour autant, pas que la visualisation, parce que je dirais que ça se passe vraiment dans le corps. Alors que si on reste dans la visualisation, on reste dans la sphère du mental, justement. Écouter les plus petits sons,
voir les plus petites choses. Ça, c'est voilà, un exercice dans votre méditation. Si vous êtes dans la nature, c'est apprendre à découvrir ou à voir avec d'autres yeux. En litho, pareil, tu compléteras aussi. Moi, j'ai noté, donc bien sûr, les pierres bleu intense, bleu indigo, bleu nuit, l'aventurine bleue, l'azurite, la labradorite, la lazuli, le saphir bleu, la sodalite. Et les pierres comme pour accompagner l'ouverture du troisième œil, l'agate cyclope, ça je ne connais pas, mais l'obsidienne noire. Voilà. Oui. Alors, si vous avez des pensées répétitives, plus le lapis lazuli est une pierre qui effectivement résonne exactement avec la même fréquence de lumière que le troisième œil. Par contre, dans ses propriétés, elle va être beaucoup plus structurante et beaucoup plus apaisante. Donc, le lapis lazuli, très bien, vraiment pour apaiser le mental et aider à, à calmer le troisième œil quand il est trop ouvert ou trop électrisé, parce qu'il y a une énergie électrique dans le troisième œil. Et si on veut plutôt effectivement développer, comme tu le disais, euh, les facultés, si vous avez une bonne base, une bonne assise de concentration et un bon centrage, l'azurite, l'azurite est quand même une belle pierre pour pouvoir développer les facultés. L'apatite aussi, qui va venir en résonance avec les cristaux que nous avons dans le cerveau. J'en vois le rubis, non pas le rubis, mince, le saphir. J'ai pas entendu. Le saphir. Ouais, le saphir, ouais, j'ai noté. Le saphir, excellent pour développer les facultés liées au troisième œil. Mais il faut avoir un bon ancrage, un bon alignement pour faire ce genre de travail. Donc, si c'est plutôt l'inverse, si vous avez besoin d'apaiser, s'il y a trop de vision, il y a trop d'informations, le lapis lazuli va plutôt restructurer, va recadrer, tout en maintenant en fait un bon alignement, un bon ajustement. Si vraiment il y a beaucoup trop d'ouverture, donc je conseille du coup, par le biais de la lithothérapie, d'inverser la couleur bleue et de mettre des pierres orangées. Les pierres orangées vont venir en fait contrecarrer vraiment une trop grande ouverture. Voilà. Donc, la cornaline, par exemple, très intéressante aussi parce qu'elle est structurante, la cornaline. Voilà, pierre orangée. Ok, merci. J'ai noté cornaline. En huile essentielle, j'ai noté la cyste, bien sûr. On l'a dit dans des précédents webinaires parce qu'elle agit sur les chakras 2, 6 et 7. Alors, la cyste, c'est vraiment, elle était utilisée chez les Juifs et les Égyptiens pour se relier à leur être spirituel. Elle est très puissante. La fragonia, dont on a déjà parlé, qui, elle, agit plus sur l'archétype yin, féminin, et sur les chakras 5, 6, 7. Alors, elle, c'est vraiment la libération, en fait, des énergies négatives et pour être plus, en fait, dans la paix, dans la connexion à soi-même. Le géranium, elle agit sur les chakras 2, 3, 4 et 6. Elle va vraiment agir sur le manque de discernement, en lien aussi avec toutes les peines à surmonter, tous les sentiments d'échec ou d'injustice. La menthe poivrée, elle agit sur les chakras 3 et 6. Alors, elle, c'est plus un tonique, un stimulant. Elle stimule les fonctions mentales. Et puis, elle est aussi bonne pour les douleurs, effectivement, quand on a des douleurs cervicales, nuque, etc., juste en olfacto. Donc, la menthe poivrée est très bien. Et elle a un effet anesthésiant, en fait. Voilà. Ensuite, masser cette zone aussi, faire des exercices de visualisation, on en a parlé. Et aussi se moucher les sinus régulièrement. Et aussi faire des techniques de respiration alternée. 5 secondes bloqué, 5 secondes. C'est assez efficace. Une narine et puis l'autre. Et puis, bien sûr, les mantras. Peut-être qu'on t'en reparlera, parce qu'on avait parlé
au chakra de la gorge, mais peut-être au prochain, sur les mantras, comme les soins de la méthode Agapé qui sont plus dans les soins cristallins, avec la voix. Les mantras, ça utilise votre voix, la puissance de votre verbe, et c'est tout un tas en fait d'outils pour reprogrammer justement, pour aller à l'intérieur, pas en surface, aller toucher cette mémoire cellulaire pour pouvoir la reprogrammer. Et les mantras, en fait, ça fait partie de système de reprogrammation, en fait. Hein. On va toucher certaines fréquences qui fait qu'il y a une harmonisation ou une réharmonisation sur votre harmonique, sur votre vibration individuelle. Voilà. Ensuite, bah oui, chimie, c'est le chakra qui apprend la patience, parce que pour moi, ça, c'est vraiment un chakra qui, pour l'homme ou la femme pressé, celui qui veut savoir, celui qui veut tout de suite, non, c'est le chakra de la patience et de la persévérance. Et puis, j'ai noté aussi les rayons sacrés, parce que c'est très puissant. Et le rayon du troisième œil, c'est le rayon sacré jaune de l'illumination. Donc, qui a ce don d'illumination, cette initiation de la patience, du silence, de la contemplation, de la concentration. Voilà, donc vous pouvez soit être initié à ces rayons sacrés, c'est vrai que je propose des formations dans ce sens, ou sinon recevoir des soins aussi par des thérapeutes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ou sinon, voilà, le soin Agapé, activation médiumnité, qui là travaille vraiment sur cette fréquence qui est la fréquence là particulièrement, et qui est la fréquence du chakra du troisième œil, pour mettre justement ces deux hémisphères à l'équilibre, être à la fois dans ce côté intuitif et à la fois en étant dans notre capacité d'analyse, de rationnement, de rationalisation et dans le juste, dans la voie du milieu. Merci alors. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Quelqu'un veut intervenir en ligne? Si vous voulez intervenir en ligne, vous cliquez sur la petite main pour pouvoir venir avec nous et poser votre question directement. Alors Patricia, peut-on travailler son troisième œil sans avoir travaillé les autres? Ah non. Non, non, c'est vrai que en fait, tous les chakras sont reliés les uns aux autres de toute manière. Et plus on va monter dans les chakras supérieurs, plus en fait, ils viennent s'asseoir sur les précédents. Donc, effectivement, on peut par moment aller pointer sur un centre en particulier, mais d'autant plus celui-ci, il est nécessaire d'avoir aussi un travail de fond qui a été effectué sur les racines. Oui, mais pour autant, tu vois, avec du recul, moi, je n'avais pas du tout compris au début que ce que je vivais, c'était un éveil. Tu vois? Donc, en fait, on nous envoie. Pour moi, chacun rentre par la porte qui est juste pour lui ou pour elle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, tout est indissociable et c'est vraiment, de toute façon, c'est un processus d'ascension. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai travaillé mon chakra sacré une fois, j'ai fait un week-end dessus, c'est terminé. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein. Oui. Y revenir et puis voilà, la vie nous présente une opportunité de comprendre de mettre en lumière quelque chose qui est en disharmonie, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, et à ce moment-là, de se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire sur ce chakra. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont rentrer par, et puis en général, on aimerait tous passer par là. Oh bah oui, je fais une petite ouverture, je vais activer mes capacités médiumniques, etc. Alors, oui, mais si tu n'as pas travaillé les autres chakras, effectivement, de toute façon. Et surtout les capacités de réception des informations, on reçoit énormément de canaux différents. Le troisième œil, en fait, il ne faut pas se tromper. Lui, il va traduire en information intelligible. C'est vraiment, pour moi, c'est un décodeur. Voilà. C'est un traducteur. Donc, ça se trouve, je peux recevoir une information par Marat. Je peux recevoir une information par mon sacré. Je peux recevoir une information par mon racine. Je peux recevoir une information par le coronal, par les oreilles. C'est énorme. Il y a énormément de canaux de réception différents. Et en fait, le troisième œil va venir me traduire de façon à ce que je puisse
le conceptualiser, le comprendre, que ce soit intelligible pour moi. Donc, c'est la petite moulinette qui va permettre à ce que mon cerveau puisse se traiter, parce que notre cerveau, il est très limité en compréhension. Toutes les informations que nous captons au niveau subtil ne peuvent pas être traitées par le cerveau. Il faut que le troisième œil fasse la moulinette, fasse la transformation, de façon à ce que ça devienne compréhensible. Alors, le processus peut être très long d'harmoniser ce centre, en fait, parce qu'effectivement, comme on le dit, il y a beaucoup de mémoire, des fois, beaucoup de blocages à fluidifier, de façon à ce que ce centre commence à mieux fonctionner et à pouvoir transmettre au cerveau les informations. Ça veut pas dire, si je n'ai pas de perception, ça ne veut pas dire que j'en ai pas, c'est que je ne suis pas en capacité de les traduire. En fait. C'est comme si je n'avais pas de traducteur, mais je les capte en permanence. Sauf que je n'ai pas ce centre-là qui fonctionne, on va dire normalement, hein, ou ça dépend des personnes, et qui vont me retransmettre ce que j'ai capté d'une façon, on va dire, compréhensible par moi. Voilà. Mais ça met parfois beaucoup de temps, beaucoup d'années, et surtout de comprendre que c'est quelque chose qui est propre aussi. Donc, une personne aura un fonctionnement qui sera égal à l'autre et on fonctionne tous de manière différente. Voilà, c'est vraiment, des fois, c'est vrai, un long travail de patience, de recul, voilà, d'abnégation, quelquefois, de courage. Mais ça se fait avec le temps et on s'aperçoit finalement que ça a toujours été là et que les perceptions sont tellement subtiles qu'elles n'ont rien à voir avec autre chose que l'on connaît dans notre réalité. Et très souvent, quand on recherche à percevoir, on va s'identifier à ce que l'on connaît déjà. Alors, ce n'est pas du tout ça. En fait, on... tu ne connais pas le mot patience, c'est compliqué. Mais quelquefois, ça arrive du jour au lendemain, il y a un déclic qui se fait, assis sur des années de travail. C'est difficile à expliquer puisque c'est vraiment différent, mais en tout cas, la persévérance finit toujours par payer, ça c'est sûr. C'est la voie de la liberté. Hein. Ouais, ouais. C'est pas par hasard que c'est Krishna qui gère ce centre, c'est la sagesse. La sagesse ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain, c'est après beaucoup d'expérience, beaucoup de, de persévérance. Oui, par le chocolat, c'est bien. Alors, Caroline Séverine, pourrais-tu revenir sur la technique du home fermé? Donc, oui, alors en fait, ça s'appelle la technique du yoni mudra ou yoni mantra. Non, je crois que c'est yoni mantra. En fait, vous vous bouchez toutes les extrémités du visage. Donc là, en fait, je crois qu'avec les pouces, vous fermez les oreilles. Avec les index, vous fermez les yeux. C'est ma main inversée. Avec les majeurs, vous fermez les narines. Et avec les annulaires, vous fermez la bouche. Et vous prenez d'abord une bonne inspiration, vous fermez complètement tous les orifices du visage et vous prononcez le Om, mais avec la bouche fermée, de façon à faire résonner au niveau de la bouche. Et en fait, ça va venir en fait activer ici très fortement la glande pituitaire. Et vous allez vraiment sentir une résonance à ce niveau-là. Et pendant que vous faites cela, vous vous concentrez sur cette partie de votre tête, sur le frontal. Vraiment vous concentrez toute votre attention à ce niveau-là pendant que vous faites le mantra. Et vous le faites jusqu'à temps que vous en ayez marre, en fait. Il n'y a pas vraiment de temps particulier. Mais à un moment donné, voilà, ce sera assez pour vous. Donc vous arrêterez. Vous pouvez reprendre la respiration en débouchant au niveau des narines. De temps à autre et vous refermez. Vous le faites allonger de préférence. C'est beaucoup plus confortable et vous pouvez mieux vous concentrer quand vous êtes allongé. C'est une technique du Kriya Yoga qui a été enseignée par Babaji, cette technique-là. Est-ce qu'il y a vous avez d'autres questions ou des remarques ou des compléments d'information? Donc, vive le chocolat qui amène à l'éveil, à l'illumination.
Donc, c'est clair pour vous. Alors, donc, la suite, ce sera jeudi après-midi. Alors, c'est à 16 heures cette fois-ci. Donc, à partir de 16 heures, on va finaliser donc, avec le dernier chakra. Avec les énergies du Vésac. En plus de la pleine lune de Bouddha. Et, Et voilà. la pleine lune. Voilà. Et le matin, je propose à partir de 10h30 encore, alors je vais vraiment honorer cette journée avec un webinaire le matin sur le thème de l'éveil. Donc, puisque vous êtes ici, pour ceux qui sont encore présents avec nous et ceux qui nous suivent sur Facebook, si vous avez un témoignage à apporter sur votre processus d'éveil, sur aussi ce processus de changement de vie, si vous avez eu effectivement un gros tournant de vie, des gros changements, avec ouverture de conscience, changement même de pensée, changement d'habitude de vie, suite à généralement un accident, un burn-out, une maladie. Et si vous avez envie de témoigner, vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas encore comment va se passer ce webinaire, mais en tout cas, je vais essayer d'apporter de mon côté quelques éléments expliquant le processus d'éveil. Sans rentrer trop dans les détails, pour moi, les témoignages vont être plus importants et plus enrichissants que la théorie, puisqu'effectivement, le processus d'éveil est propre à chacun. Il est difficile à définir très précisément. Et je le présente parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages en ce moment de personnes qui vivent des éveils très forts. Suite effectivement à tout ce qui se passe en ce moment et le confinement aussi provoquant des changements très importants, hein, des mutations très importantes. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Donc à 10h30 pour le webinaire sur l'éveil et à partir de 16h, donc le dernier webinaire sur les chakras avec le chakra coronal. Oui, vous pouvez parler d'éveil avec le confinement. Alors vraiment dans le sens où qu'est-ce que aussi parce que le processus d'éveil, ce sont des prises de conscience. On ne peut pas vraiment parler d'éveil spirituel. Pour moi, l'éveil spirituel, c'est l'ascension. Donc, en fait, hein, c'est vraiment le processus final, c'est l'illumination. On pourrait parler de réveil plutôt, hein, de phase où il se passe vraiment des transformations au niveau psychique, au niveau mental, au niveau physique aussi. Hein, il y a vraiment des transformations physiques. Voilà, où parler de votre propre expérience. Vous avez senti le moment où vous avez vraiment pris votre envol au niveau de votre spiritualité. Il y a toujours en fait une période très précise où il y a eu un stimuli extérieur qui a enclenché le processus. Ça peut remonter à beaucoup d'années, comme ça peut remonter à quelques semaines, quelques mois. Bon, ben, on va en finir là. Si tout est clair pour vous, si vous n'avez pas d'autres questions. Merci à tous. Merci d'avoir. Merci à vous. Merci à toi, Séverine. Rendez-vous jeudi. Merci Anne-Laure. Rendez-vous jeudi, la grande journée. La pleine lune d'avant qu'on déconfinement. Préparation pour Bonne la suite. préparation. Merci à tous. Ciao, ciao. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir.